On est tranquille, on est au max de la vitesse, donc ça va bien se passer la sieste. Alors, et puis pour votre sieste, ça tombe bien parce que la Dordogne, elle a plein d'histoires à nous raconter. C'est comme un beau livre, la Dordogne, vous savez, on va tourner ensemble quelques pages et puis après, eh ben, ce sera à vous de découvrir tout ce que la Dordogne elle a à vous raconter pour vos vacances. Alors déjà, le titre du livre, Dordogne, eh bien ce sont les Celtes qui l'ont appelé comme ça. Les Celtes, c'est ceux qui sont arrivés en premier dans la région, avant les Romains, qui se sont fait appeler Gaulois. Ils ont appelé la rivière Dourougna. Dans Dourougna, vous retrouvez le Dour qu'il y a dans la Dour, la Durance, le Douro au Portugal. Bon, mais tout ça, c'est de l'eau qui court, quoi. Hein. Et Dourougna, c'est l'eau capricieuse. L'eau qui court comme un cheval au galop, disaient les Celtes. Il faut dire qu'en hiver, elle peut courir tellement vite, tellement haut, la Dordogne. Elle peut passer par-dessus bord et couper la route à gauche, là. Imaginez le travail. Et bon, aujourd'hui, c'est pas du tout un cheval au galop. Et ça nous va très bien pour la croisière de la Cisse. Hein. Et puis après, les Celtes, ils ont donné le nom au village, Béinac. Vous avez remarqué, dans la région, il y a plein d'endroits qui se terminent en ac. Alors le ac, ça veut dire l'endroit de quelque chose. Et Béinac, c'est le pic rocheux. Donc Béinac, c'est l'endroit du pic rocheux. Et on comprend pourquoi les Celtes l'ont appelé comme ça. Hein. Quand on voit ce gros caillou là, sur lequel est planté le château de Béinac, qui nous toise du haut de ces 150 mètres là. Hein. C'est le premier de nos 4 châteaux qui peuplent notre livre. On le verra beaucoup mieux au retour, alors promis, je vous en parle au retour. Sur ce gros caillou à gauche, vous avez vu, il y a un bâtiment percé de nombreux trous. Ça, c'était le colombier seigneurial. Ici, au XVIIIe siècle, vous aviez environ 150 paires de pigeons qui étaient gardés. Ça fait super bien roucouler. On les gardait pour l'or du hano, qu'on appelle joliment la colombine. C'est un engrais naturel qui est 15 fois plus puissant que le meilleur des fumiers. Mais surtout, ce colombier vous renseigne sur la richesse de son propriétaire. Parce que plus il y avait de trous comme ça, plus le propriétaire percevait des taxes. Il était calculé sur le nombre de trous qui correspondait à la superficie de son domaine. Donc une centaine de trous, ça veut dire que l'homme était riche et puissant et qu'il avait de nombreuses terres sur lesquelles du reste lui seul pouvait chasser du gibier. Comme ça, il était sûr d'avoir de la viande sur sa table. Il avait aussi sa réserve de poissons frais, que l'on voit encore aujourd'hui. Vous avez sur le rempart une petite tour blanche carrée. Et en retrait sur la droite, vous avez un bassin rectangulaire qui est construit contre la roche. Ça, c'était la selve, c'est-à-dire la réserve d'eau. Et dans ce bassin, vous aviez de l'eau toute fraîche qui sortait directement de la roche calcaire contre laquelle il est construit. Et donc là, vous aviez les poissons qui étaient tenus au frais dans ce vivier naturel au pied du château. C'était un luxe, hein, à l'époque où il n'y avait pas de réfrigérateur. Et bien sûr, c'était réservé aux seigneurs du château de Béinac. La route sur votre gauche qui longe le village, elle date de 1860, donc c'est pas très vieux. Avant, c'était une voie gallo-romaine hein, qui traversait tout le village. D'ailleurs, on a gardé des morceaux de la voie gallo-romaine à l'intérieur du village de Béinac. Hein. À gauche, ce virage avec ces quelques barques nous rappelle qu'à Béinac, au XIXe siècle, il y avait un petit port. Ici, c'était même l'endroit le plus animé du village. Hein. Vous pouvez imaginer les gabariers qui chargeaient, déchargeaient leurs gabarres. Ils allaient faire escale à l'hôtel Bonnet, qui est toujours planté dans le virage, là-bas. Ils racontaient toutes les histoires, les nouvelles, le petit journal, tout ce qu'ils avaient entendu de leurs escales, qui les emmenaient jusqu'à l'océan Atlantique. Et puis sur ce petit quai, eh bien, vous aviez les passeurs de bacs qui attendaient le travail. À une époque où il n'y avait pas encore de pont sur la Dordogne, eh bien, les passeurs de bacs emmenaient d'une rive à l'autre les marchandises, les animaux, les voyageurs. Et puis bien sûr, sur ce petit quai, les pêcheurs déchargeaient la pêche du jour. Il n'y avait pas encore de barrage pour museler la rivière, donc il y avait encore plus de poissons qu'aujourd'hui. Même que les gens ils disaient qu'on pouvait traverser la rivière à dos de poissons. Bon alors là, je ne sais pas s'ils exagéraient peut-être un peu. Je fais attention parce que j'ai quand même le Var qui est pas loin de Marseille, on va dire, sur mon bateau. Donc je fais attention à ce que je dis sur ceux qui exagèrent un peu. Mais vous savez quoi? On a quand même retrouvé des pétitions où les gabariers demandaient aux aubergistes, comme là-bas à l'hôtel Bonnet, de ne pas leur servir de saumon plus de 5 fois par semaine. Donc ça veut dire qu'il y en avait beaucoup du poisson quand même. Hein. Et il devait être absolument délicieux. Hein. Bon alors on est sur une gabarre. C'est une embarcation à fond plat, destinée à transporter de la marchandise. Ici, on transportait beaucoup de bois, piquets de chêne, planches de châtaignier, qu'on emmenait à Bergerac, Bordeaux, pour la tonnellerie, pour tout le commerce autour du vin et des vignes, qui était déjà très développé. Mais saviez-vous qu'ici aussi, on faisait du vin? Le vin de Dôme, c'était un vin délicieux. Hein. Sauf qu'en 1875, le phylloxéra a tué beaucoup de vignes dans la région. Aujourd'hui, le vin de Dôme, on peut le goûter dans certaines de nos caves qui l'ont reconstitué. C'est vraiment un vin d'histoire, hein, bien sûr. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et là, bien sûr, je m'adresse au grand du bateau. Il y avait des bateaux qui remontaient aussi dans l'autre sens. Et là, on remontait très souvent des tonnes de sel qu'on allait chercher dans les marais d'Aunis et Saintonge.
de ramener tout ce sel au marché de Souillac, qui est à 50 km en amont là-bas, un marché toujours très couru aujourd'hui. Et déjà au 7e siècle, on disait que c'était le grenier à sel de la région. Quand les gabarres arrivaient avec tout ce sel, on le déchargeait sur le dos des mulets, et les mulets allaient acheminer en sel le Quercy, le Limousin, l'Auvergne, toutes ces belles régions qui avaient besoin de sel pour conserver leur viande, à une époque où il n'y avait toujours pas de réfrigérateur. Alors pour descendre nos bateaux chargés de bois jusqu'à Bordeaux, Bergerac, il y avait la force du courant qui pouvait aider les gabarriers. Mais pour remonter avec nos tonnes de sel, on était à contre-courant. Alors là, c'est pas la même histoire qu'aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas une gabarre à moteur comme au gabarre de Ménac. Alors comment on fait là? Eh bien, il y avait un métier qui n'existe plus aujourd'hui, c'était le métier de haleur. Aller avec un H au début, ça veut dire tirer. Quand les bateaux remontaient, vous aviez les haleurs, c'est-à-dire des messieurs avec les bras musclés, qui se mettaient sur le chemin de halage, qui est encore sur votre gauche, là-bas le long du terrain de camping. Ils attachaient le bateau à des cordes et ils le tiraient pour le faire remonter à contre-courant mètre par mètre. C'était un travail épuisant, tellement fatigant qu'en 1837, ce métier a été interdit par arrêté préfectoral. Et après, ce sont les bovins qui ont pris le relais. Parce qu'on ne fait pas travailler le cheval. Dans le sud-ouest de la France, un animal noble, le cheval, jusqu'à la fin du 19e. Mais on a fait travailler les bovins. On les appelait des vaches de tir parce qu'elles tiraient les bateaux. Évidemment, même pour les bovins, c'était un travail fatigant. Alors, travail fatigant. Moi, je vous propose qu'on ne prononce plus ces mots sur votre gabarre parce que c'est la croisière de la... Voilà, c'est la croisière de la sieste. En fait, je vois que vous êtes en mode sieste. Moi, ça fait plaisir en même temps, c'est bien. Et puis, vous êtes au bon endroit, regardez. Regardez comme elle est belle, la Dordogne. Elle est toute calme, elle brille, elle sent bon, elle est transparente. En fait, c'est une des rivières les plus propres d'Europe qui vous accueille pour la sieste. Vous avez dans l'eau autour de vous une quarantaine d'espèces de poissons, donc c'est super riche. Vous avez des poissons même protégés là. Le saumon sauvage et l'esturgeon d'Europe. Vous savez ce qu'on fait avec les œufs d'esturgeon, bien sûr. On fait du caviar. Ça, c'est un mot qui a rendu fou les pêcheurs. 19e et 20e, ils ont abusé. Ils ont beaucoup trop pêché l'esturgeon. Aujourd'hui, c'est un poisson qu'il faut protéger. Et bien ici, il n'a rien à craindre parce que depuis 1982, saumon sauvage et sturgeon d'Europe ici sont strictement protégés dans les eaux de la Dordogne. On n'a même pas le droit de les sortir de l'eau. Et puis sur votre droite, alors là, vous avez le spectacle d'une berge qui se porte très bien. Beaucoup de végétation, de verdure, il y a même des arbres qui tombent dans l'eau. C'est presque le bazar à droite. D'ailleurs, les jeunes là sur mon bateau, je sais pas comment aller ranger votre chambre, les enfants là. Ouais. Je sais pas si c'est le bazar ou bien rangé. Ouais. Bon, en tout cas ici, plus il y a du bazar, plus les animaux ils sont contents, c'est la fête. Ils ont leur poste de pêche, leur poste de chasse, ils se font des cachettes. Ce matin, on a vu le héron qui était en mode réveil petit-déj. On a vu l'autre jour toute une petite famille de canards jusqu'au petit bébé qui prenait son bain. On a une biche, de temps en temps, derrière les feuilles, on voit juste les oreilles qui bougent quand on passe, elle nous regarde. On a des martins pêcheurs, on a des cygnes, enfin, voilà. À droite, c'est la maison des animaux. Et puis également, la végétation est très importante pour la vie de la rivière. Quand il pleut très fort, il n'y a pas des morceaux de boue qui tombent dans l'eau, parce que ça fait du mal à la rivière. Aussi l'hiver, quand il pleut beaucoup, ça fait comme une grosse éponge qui va absorber le surplus d'eau, comme ça il n'y aura pas d'inondation trop grave. Et puis quand il fait très 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 chaud, ça fait de l'ombre rafraîchissante, ça fait du bien. Et rien que la couleur verte d'ailleurs, ça fait du bien. Vous savez que le vert, c'est une couleur qui envoie un message de bien-être au cerveau, qui ralentit le rythme cardiaque. C'est pour ça qu'on se sent bien dans les forêts, dans les prairies. Donc vous êtes ici dans un endroit qui vous veut le plus grand bien. D'ailleurs en 2012, l'UNESCO a déclaré cet endroit réserve mondiale de biosphère. Donc c'est vous dire la qualité des lieux qui vous accueillent pour votre sieste. Alors certes, on est vraiment dans un décor absolument somptueux. On est aussi dans un cadre où a pris place une guerre très célèbre. Elle a tracé les contours de l'actuelle Europe. On l'a appelée la guerre de 100 ans. C'était un petit peu la France contre l'Angleterre, même si ces deux pays n'existaient pas comme aujourd'hui. Les problèmes ont commencé un petit peu avant 1337. Vous avez le roi Charles IV qui est mort quelques années plus tôt, sans laisser l'héritier sur son trône. Ça s'appelle la vacuité du pouvoir. Bon, ça c'est pas cool, parce que vous savez quoi, ceux qui restent, ils veulent le pouvoir. Alors ils se sont fait la guerre. Bon, c'était quand même des cousins. C'était la famille Valois, un petit peu la France d'aujourd'hui, contre la famille Plantagenet, un petit peu l'Angleterre d'aujourd'hui. Et le souci, c'est que chacun avait son champion à mettre sur le trône, et qu'il n'y avait qu'un fauteuil pour deux. Alors l'histoire, elle a duré 116 ans exactement. Et vous savez qui a gagné la guerre de 100 ans? Moi je propose que vous finissiez votre sieste tranquille. À un moment, il faut que ça s'arrête quand même. On verra ça plus tard. Mais en attendant, pendant toute cette époque,
À gauche, c'était la France, et à droite, c'était l'Angleterre. Vous êtes donc ici sur un livre d'histoire à ciel ouvert. Bon, ça va, ça se passe bien la croisière de la sieste là? Pas trop violent, pas trop fatigant. Vous savez, on est dans le sud-ouest, donc le matin on va très très doucement, d'accord? Très important. Et l'après-midi, il faut se reposer de ce qu'on a fait doucement le matin. Sinon, c'est juste pas possible d'aller au bout de la journée, quoi. Hein. Donc, style, la croisière de la sieste, là on est au max. Hein. Mais même pendant la croisière de la sieste, il faut faire des pauses, parce que c'est une cadence absolument infernale. Hein. Donc, Manu qui nous fait une croisière avec une vitesse de folie furieuse. Dans quelques instants, je vous prépare psychologiquement. Hein. Dans quelques instants, on va s'arrêter pour se reposer de ce début tonitruant de croisière. L'avantage ici, c'est qu'à chaque fois qu'on s'arrête, il y a des jolies choses à voir. Voilà. Donc préparez-vous psychologiquement à une pause dans cette course effrénée. Voilà, c'est ce que je vous avais dit, il est comme ça Manu, hein. Il arrête le moteur, voilà. Et sur votre gauche, opportunément, les arbres vont s'écarter et vous allez voir qu'il y a une petite lucarne. Alors, l'autre gauche, hein, monsieur, hein, là-bas, à gauche là-bas, il y a une jolie cabane au fond de la lucarne. On l'appelle le château de Marquessac, un petit peu connu pour ses jardins, qui ont été dessinés par un élève d'André Le Nôtre, lui-même ayant dessiné les jardins de Versailles. Voilà, donc c'est la classe à la française, hein, spéciale dédicace à la région parisienne sur mon bateau. Bon, dans ce jardin, il y a 150 000 buis, vous avez bien entendu. Hein. Ils sont tous taillés à la main 2 fois par an, selon une méthode italienne traditionnelle, hein, qui va leur donner une forme toute douce, toute arrondie, qui va renvoyer le promeneur à la douceur, à la rondeur du paysage environnant, comme un joli miroir. Là-bas, l'été le soir, on met des bougies, on fait Marquessac aux chandelles, c'est délicieusement romantique. Ouais, mais Marquessac n'a pas toujours été aussi paisible. Et c'est bien pour ça qu'il a sa place dans ce livre que la Dordogne nous raconte. Car pendant la guerre de Cent Ans, Marquessac, eh bien, c'était l'espion français numéro 1 qui donnait au château français de Beynac, qui est maintenant dans notre dos, toutes les informations sur ce que pouvaient bien faire les ennemis de l'autre côté de la rive, les Anglais bien sûr. On va reparler de ces Anglais. Hein. En attendant, je vous invite à mémoriser la position des jardins à la française là-bas, pour bien ressentir l'histoire de cette vallée, moitié française à gauche, moitié anglaise à droite, pendant au total 3 siècles. Alors on va tourner encore quelques pages de ce beau livre, et nous voici maintenant en présence d'un nouveau personnage de pierre qui vient planter ses pieds dans notre Dordogne, c'est ce pont-là. Eh bien les gabariers l'ont vu se construire, hein, et ils ont vite compris que c'était le début de la fin pour eux. Hein. Mais ouais, parce que transporter des marchandises par train, forcément, ça va être plus rapide que par gabar. Le premier train est passé sur ce pont en 1884, et la dernière gabar, elle est passée sous le pont, mais encore elle était vide, c'était son voyage d'adieu à la Dordogne, en 1935. Donc entre le premier train et la dernière gabar, vous avez à peine 50 ans qui ont mis fin à 2000 ans de batellerie. 2000 ans, on disait que la rivière roulait bon train, c'était l'expression hein, quand elle était déclarée marchande, 100 jours par an. Maintenant, vous avez devant vous une carte postale, mais pensez qu'au 19e siècle, là, hein, et ben, c'était une autoroute. Et vous aviez 60% des marchandises qui étaient transportées sur l'eau. Hein. Maintenant, il faut trouver de beaux livres pour qu'ils vous racontent l'épopée de la batellerie périgourdine et le travail des gabariers qui étaient vraiment des hommes courageux. Hein. Parfois même, c'était au péril de leur vie. Ce pont nous rappelle aussi la puissance de la Dordogne. C'est vrai, les Celtes disaient qu'elle court comme un cheval au galop. Eh bien, un soir de décembre 44, elle a tellement couru, elle est venue jusqu'au demi-cercle gris, là, qui sont surmontés de mousse sur les pics du pont. Et voyez ces traces? Et elle a couru, elle a stagné pendant 3 semaines. Pas étonnant que le pont s'en souvienne encore, hein. Mais il est toujours debout, parce qu'il est fait d'une manière intelligente. Et ça, c'est les ponts et chaussées quand même, hein, qui réfléchissent, faut dire. Vous allez voir, il y a des ouvertures de part et d'autre des piles, parce que les piles sont creuses. Et ainsi, en temps de crue, plus l'eau va monter, plus elle va s'engouffrer en tourbillonnant dans les piles du pont, et plus le pont sera solide de par la crue, au lieu d'être fragile. Ça, c'était bien joué, hein. Le pont est toujours debout aujourd'hui, et le train de Bergerac passe encore sur ce pont. Et puis ces ouvertures de part et d'autre, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont servi de cache d'armes à la résistance. Alors oui, si les pierres pouvaient nous parler, hein, eh bien il y en aurait des histoires à nous raconter là. Hein. Tout plein de secrets d'hommes et de femmes qui se sont cachés ici sous ces arches plusieurs fois centenaires du pont de Ferrac. Aujourd'hui, ce pont est un témoin silencieux de toutes ces histoires d'hommes et de femmes, mais également de l'histoire de la vallée de la Dordogne qui coule ici depuis des siècles.
Juste derrière, vous avez une construction métallique qui n'est pas du tout centenaire. Ah, ben ça c'est l'histoire du contournement de Bénac. Ah là là, ça a fait couler beaucoup d'encre, de salive, d'énergie et d'argent. Vous voyez, comme je vous parle aujourd'hui, le pont aujourd'hui, la construction est à l'arrêt, et pour cause. Le 29 juin dernier, le tribunal de Bordeaux, par le conseil départemental de la Dordogne, a ordonné la démolition de ce qui a été fait. Intéressant. C'est vous dire la complexité du chapitre du 21e siècle dans lequel nous vivons actuellement, hein, entre les écosystèmes, le tourisme, et ben c'est très compliqué de prendre des décisions. Sachez que c'est un dossier qui a agité la région depuis plus d'une dizaine d'années ici, hein, entre enquête publique, manifestations, contre-manifestations, etc., début des travaux. Un chapitre très très agité dans le livre de la vallée de la Dordogne. Alors, je vous disais que la Dordogne est la rivière du cheval qui court au galop. Vous voyez à gauche le tas de cailloux là, sur lequel vous avez le monsieur et l'enfant. Ça a été charrié cet hiver par la Dordogne. Vous voyez que ça déménage l'hiver ici. La Dordogne, elle n'est pas aussi cool qu'aujourd'hui. Hein. Et puis le tronc d'arbre là qui est sur la pile à gauche là, pareil, hein, c'est cet hiver la Dordogne qui l'a charrié, qui l'a déposé là. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas la naviguer toute l'année la Dordogne. Hein. C'est pas aussi tranquille qu'aujourd'hui. Allez, on va passer sous cette arche aux pierres blondes de la région là. Puis vous voyez bien à droite et à gauche les ouvertures dont je vous parlais. Hein. Ces ouvertures là qui ont sauvé la vie du pont de bien des crues. Ces ouvertures également qui ont caché plein d'histoires ici d'hommes et de femmes. Ben, ça s'appelle des secrets. Et puis à votre droite, à votre gauche, vous avez le 21e siècle ici qui vous salue bien bas, absolument confus de la complexité du monde dans lequel on vit. Mais c'est une page d'histoire également que vous avez sous les yeux ici. Hein. Allez, je vous invite à porter vos regards maintenant droit devant. Nous avons un nouveau personnage de pierre qui se dresse fièrement au milieu des arbres et qui fait sa star. C'est le château de Castelnau. Castelnau en vieux français, ça veut dire château neuf. Hein. Château neuf par rapport au château français de Bénac, évidemment. Hein. Les châteaux se construisaient les uns par rapport aux autres, et surtout les uns contre les autres. Alors Castelnau, c'était le château des Anglais. Vite fait quand même. Hein. Ouais, parce qu'en 40 ans de 100 ans de guerre, Castelnau a changé 7 fois de main. Anglais, et puis français, et puis anglais. En 1442, il est anglais. Le roi de France Charles VII va l'assiéger. Au bout de 3 semaines de siège, le 28 mai, les Anglais se rendent et Castelnau est restitué à une famille française qui va le garder jusqu'à la Révolution. Après, vous savez, à la Révolution en France, bah, c'était le bazar, hein, on va dire ça comme ça. Castelnau a bien souffert de cette époque, mais aujourd'hui, vous voyez, il est toujours debout. Il abrite le musée des armes et de la guerre du Moyen-Âge. Et vous avez des chapitres entiers de l'histoire de France et d'Angleterre qui se sont écrits là-bas, derrière les murs de Castelnau. Mais pendant cette guerre-là, Castelnau, l'anglais, il avait besoin de son espion pour le renseigner. Mais il est où notre espion anglais? Parce que du côté de l'Angleterre, à droite, là, on ne voit que de la végétation. Alors soyez bien attentifs. Cette végétation va vous réserver une petite surprise dans quelques instants. Attention, à vous de jouer, mes détectives de Magabar. Nous sommes à la recherche d'un espion anglais. Attention, j'ai dit à droite, l'autre droite, monsieur. Voilà. Alors, que se passe-t-il à droite toute? Super bien caché derrière les arbres là-bas, comme un animal tapi dans son fourré. Oh là, mais c'est un château ça. Mais c'est trop bien caché le château. Normal, c'est un espion, hein. C'est le château de Ferrac, hein. Ouais, bon, bah tellement bien caché qu'on voit rien, quoi. Bon, alors dans quelques instants, on va s'arrêter, on va le sortir de sa cachette, vous allez bien le voir. Sachez que c'est une propriété privée, hein. Ce sont les Américains qui habitent là depuis 40 ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas visiter. Ça nous fait un peu râler quand même, hein. Il faut dire qu'on aime bien râler, ça c'est juste entre nous. Alors, ces Américains, on peut quand même les remercier, parce que du fait qu'ils habitent dans le château, ben celui-là, c'est un des mieux entretenus de toute la vallée de la Dordogne, dans laquelle vous avez environ 1500 châteaux plus ou moins ruinés. Celui-là, il est entretenu en plus dans le respect de l'histoire et des pierres, hein. Ça s'appelle de la préservation de patrimoine, ça coûte une petite fortune, c'est pas donné à tout le monde, donc rien que pour ça, ben ok, merci les Américains. Même si on aimerait bien visiter, c'est vrai, hein. Alors la première raison qui faisait ce château un espion redoutable, c'est la raison pour laquelle il a été construit précisément ici, eh bien c'est la Dordogne elle-même qui vous la raconte. Regardez, à l'avant du bateau, à gauche au milieu de la rivière, l'eau comme elle frise, vous avez des cailloux là qui affleurent, il y a même une branche d'arbre qui est coincée là-bas. Ça c'est un radier.
Ici, en plein été, quand on connaît bien le chemin, on peut gentiment traverser à pied. On a de l'eau que jusqu'au mollet. Alors en été 2020, c'est trop sympa. Mais en temps de guerre, c'est trop dangereux. Quand vous avez à gauche la France, à droite l'Angleterre, imaginez le travail. Donc, Ferrac à droite, il positionnait une vingtaine de soldats pour empêcher les Français et leurs armées de traverser à gué, c'est-à-dire à pied, depuis la France à gauche, vers l'Angleterre-Aquitaine à droite, sachant qu'Aquitaine descendait jusqu'à Bordeaux. Donc on avait une entrée fluviale terriblement stratégique et dangereuse pendant cette guerre. Vous voyez bien le radier à gauche là, de presque traverser là. La deuxième raison pour laquelle Ferrac était un espion redoutable et il était construit à cet endroit précis, eh bien on va la comprendre quand on va s'arrêter, quand on va sortir de sa cachette. Ici, ça a l'air de bien se passer. Très bien, très bien. C'est super sympa, quoi. Si, ça va bien. Très bien. Allez. On voit bien donc à gauche cet amas de cailloux là, qui est charrié par la rivière. Vous savez, le lit de la rivière, il n'a pas beaucoup changé au fil des siècles en fait. Les Anglais, les Français, ils savaient très bien lire la rivière. Ils savaient que quand les galets commençaient à affleurer comme ça en juillet, il fallait monitorer l'endroit jour et nuit. Parce que voilà, c'était vraiment une entrée terriblement dangereuse entre les deux pays. Alors là, je vous prépare à nouveau psychologiquement à une autre pause, parce que ça y est, on est à nouveau épuisé de tout ça. Donc dans quelques instants, on va s'arrêter pour se reposer encore. Et ça va se passer sur votre épaule droite, la jolie chose à voir. C'est toujours une jolie chose enfin. Ouais, parce que vous savez, nous au Gabard de Benac, on les connaît les cachettes des Anglais, c'est bon. Donc, on va le sortir de sa planque, notre espion, et on va même pouvoir se régaler d'une très très belle vue qu'il va nous offrir. Alors notre espion, je vous rappelle, il s'appelle Ferrac, le château de Ferrac. Et c'est une beauté absolue ce château qu'on ne peut voir que à cet endroit-là et qu'on ne peut pas visiter. Alors on en profite, on en prend plein les yeux. Voici le château de Ferrac, cet espion qui se dévoile à votre vue. D'ailleurs l'espion est à découvert maintenant, vous savez, il va même pouvoir vous parler, il y a prescription. Et d'ailleurs quand on le regarde bien Ferrac, eh bien il vous en dit des choses là. Vous entendez ce qu'il vous dit ? Il a des bouts pointus, il a des bouts ronds, il a des tours carrés. Et là, il est en train de vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses ici. Il est en train de vous dire que pour se présenter à vous ainsi aujourd'hui, il lui a fallu 600 ans de préparatifs. C'est vertigineux, Mais ça, c'est l'histoire de France, La toute première pierre, elle est dans le rempart, qui est sous la végétation. On est sur une mode féodale pour la première pierre. On est au 12-13e siècle. Ensuite, au 14-15e, on est pendant la guerre de 100 ans. Et là, Ferrac est beaucoup trop bas, beaucoup trop près de la rivière, beaucoup trop accessible par les Français de Beinac. Donc, les Anglais vont le monter. Ils ont monté les 2 tours pointues qui sont à l'extrême droite, cachées derrière la chapelle. Et du haut de ces 2 tours, les Anglais vont surveiller ce que font les Français de Beinac sur l'autre rive et donner tous les renseignements au seigneur anglais de Castelnau là-bas. N'oublie pas qu'on a affaire à des espions là. Ensuite, à la fin du 15e, rien n'est ajouté. Vous savez, on sort de 100 ans de guerre. Donc c'est pas un scoop, la guerre ça tue des gens. Il y a beaucoup de monde qui sont partis en fait. La guerre elle a amené la famine. La guerre elle a amené, là je vais pas développer, la peste noire qui est venue de Marseille et qui a décimé le sud-ouest de la France. Il y avait tellement plus grand monde dans les villages, dans les campagnes. On a vu qu'à la fin du 15e, les loups allaient mettre bas dans les églises. Et puis la guerre de 100 ans, elle a coûté très cher évidemment. 100 ans de guerre, il n'y a plus d'argent dans les coffres. Et sans argent, on ne peut pas construire. Ça, c'est toujours la même histoire d'ailleurs. Au 16e, vous voyez apparaître la chapelle surmontée de la croix, indiquant que la ville à reprendre, que l'on va reconstruire. Au 17e, vous avez la tourelle avec la fleur de lys,
indiquant que les rois de France sont revenus par ici, ils ont repris le territoire. Et puis au 18-19e, vous avez cette habitation à 5 étages, avec les larges fenêtres à meneaux, c'est-à-dire les croix de pierre à l'intérieur. Au passage, vous remarquerez que non seulement les Américains entretiennent le château, mais ils fleurissent bien joliment les fenêtres. Et puis vous avez ce toit d'ardoise là-haut, qui nous surprend, puisque dans la région, vous avez peut-être remarqué que nous, on ne met pas d'ardoise sur les toits, on met de la lauze, une pierre lourde, noire. Oui, mais 18-19e, les châteaux d'Aloire ont fait fureur jusque-là. On trouvait ça terriblement exotique. On a voulu faire pareil. On est donc allé dans la belle Loire, chez vous là-bas le 44. Allez chercher de l'ardoise, on vous a piqué ça, et on l'a posé sur le toit là-haut. Donc, entre la première pierre qui est dans le rempart du 12-13e et la dernière tuile d'ardoise là-haut au 18-19e, vous faites le calcul, eh bien vous avez 600 ans d'histoire qui vous contemplent, messieurs, dames. Et au cours de ces 6 siècles d'aventures folles, Ferrac a vécu l'histoire de la guerre de 100 ans, main dans la main avec le seigneur anglais de Castelnau là-bas. 2 raisons principales à cet espionnage de haut vol, ici précisément. La première, on l'a dit, ici en plein été, c'est comme si on était sur un pont à ciel ouvert entre 2 pays qui se font la guerre. La deuxième raison, on va la comprendre maintenant. On a face à nous là-bas Castelnau. C'est la puissance militaire anglaise dans toute la région de la Dordogne. Très puissant ce Castelnau. Il va donner ses ordres à son avant-poste et à son espion anglais de Ferrac sur notre épaule droite. Ferrac, du haut de ces 2 tours cachées là-bas, va surveiller ce que fait le français de Beynac, planqué dans notre dos. Et le français de Beynac, que fait-il? Vous vous souvenez où il est l'espion du côté de la France? Le jardin à la française? Marquessac, planqué dans le décor à gauche tout là-bas. Eh bien Marquessac, il attend les ordres de Beynac. Marquessac, il va espionner Castelnau l'anglais face à nous. Nous sommes dans un mouchoir de poche ici, où les 4 châteaux pouvaient s'observer copieusement, à une époque où il n'y avait pas de satellite. Et bien en direct live ici, les châteaux savaient très bien ce que faisaient les ennemis. Si les Anglais étaient encore derrière leur treillis là-bas à Castelnau, ils pourraient voir qu'on vient d'arrêter le bateau. Ils pourraient envoyer leurs soldats pour nous empêcher d'attaquer l'Aquitaine, l'Angleterre. En fait, quand les Anglais reprenaient Castelnau là-bas, c'est toute la vallée de la Dordogne qui était cadenassée ici précisément. Tout le monde se regardait en chien de faïence là, jusqu'à ce que le premier bouge. Et alors, boum, c'était la guerre dans la vallée. Et bien, l'étincelle partait toujours de cette poudrière sur laquelle nous faisons demi-tour. La guerre de 100 ans, c'était une guerre de position, c'est-à-dire une guerre où on s'observe. Et quand il n'y a pas de satellite pour s'observer, on va construire des châteaux. Ce sont les satellites de l'époque. C'est pour ça que vous avez autant de châteaux dans la vallée de la Dordogne. Rappelez-vous, nous sommes entre la France et l'Aquitaine, qui se sont copieusement fait la guerre ici. Et puis la guerre de 100 ans, comme son nom l'indique, ça dure longtemps. Et donc on ne se battait pas tous les jours, quoi. On ne se battait pas le dimanche, on ne se battait pas les jours de fête religieuse, on avait 86 par an. On ne se battait pas l'année où on va guérir un pape, on ne se battait pas en hiver quand la Dordogne est trop haute, quand les chemins sont bleus, et puis surtout on a besoin de se conduire les satellites, c'est-à-dire les châteaux. Et quand il n'y a pas de grue et de marteau de pierre, ça prend du temps notre histoire quand même. Vous apercevez à gauche toutes les 2 tours derrière les hauts peupliers là-bas, ces tours qui étaient vraiment les espionnes au 14-15e entre la France et l'Angleterre. Et dans quelques instants, ce Ferrac de toute beauté va se cacher à nouveau derrière la végétation. Il ne pourra plus vous raconter ses secrets d'espion au service de sa majesté de l'époque. Et puis sur votre droite, regardez l'eau comme elle file, regardez l'énergie qu'il y a dans l'eau. Vous avez vu les enfants? Ça s'appelle le courant. Et là on comprend que le métier de gabarit, c'était du sport. Oui, parce que manœuvrer un bateau qui n'a pas de moteur contre cette énergie, il a dû mettre en forme. De même le métier de haleur d'ailleurs. Tirer un bateau avec des cordes contre cette énergie, et bien heureusement que ce métier a fini par être interdit, parce que ces hommes, ils ont dû se casser le dos à faire ce travail très très physique. Allez, nous on repart dans le sens du courant, comme les gabariers du 19e, sauf qu'on n'a pas besoin de courir jusqu'à Bordeaux, Bergerac pour une livraison. D'ailleurs, Bordeaux est sur le bateau, pas besoin de courir vers lui. Je vous invite vraiment à profiter de ce moment très agréable de votre